Le couloir de la mort était silencieux. Seul le tic-tac sec de l'horloge emplissait l'air. Le bourreau s'apprêtait déjà à brancher les câbles, quand soudain une voix d'enfant s'écria « Le vrai coupable est là », désignant un policier expérimenté et respecté. Le temps sembla se figer et, à partir de cet instant, la mort cessa d'être la fin pour se transformer en le début de quelque chose d'encore plus grand. Le couloir de la mort ressemblait à une tombe vivante. L'air était lourd, presque suffocant, comme si même les murs respiraient la peur. Francisco, un homme noir de 44 ans, journaliste d'investigation, était assis sur la chaise électrique. Sa peau luisait sous la lumière froide des lampes et ses yeux, bien que droits, trahissaient une profonde lassitude. Un homme qui avait déjà lutté contre le système éperdu. Intérieurement, il pensait, c'est ainsi que cela se termine. Après tout, le silence sera mon destin. Les gardiens ajustaient les sangles de cuir avec une précision presque mécanique. À chaque claquement de la boucle, la salle semblait rétrécir. L'officier, d'une voix traînante, lisait les protocoles finaux et chaque mot sonnait comme une pelle de terre jetée sur un cercueil. Le petit public observait sans respirer. Deux avocats se regardaient, impuissants. L'un des gardiens serrait fortement la mâchoire, comme quelqu'un qui tente de réprimer sa conscience. Francisco inhala profondément, essayant de s'accrocher à n'importe quel souvenir qui lui donnerait de la dignité. L'odeur de la rédaction la nuit, les pages de journal tachant ses doigts, l'éclat dans ses yeux lorsqu'il dénonçait les puissants. Mais maintenant, tout se réduisait au tic-tac sec de l'horloge au mur. Mon Dieu, s'il reste encore de la justice, que ce soit maintenant. Le silence devenait insupportable. Francisco ferma les yeux et la sueur lui coula sur la tempe. La sensation du cuir froid contre ses poignets lui rappelait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le bourreau s'approchait déjà des câbles et, un instant, le journaliste sentit son cœur battre plus fort que jamais, comme s'il tentait de protester contre la mort imminente. Personne ne me croira. Je vais mourir en portant la culpabilité d'un autre homme. Soudain, un cri rompit l'ambiance comme une explosion, arrêtez. Ne faites pas ça, il est innocent. La voix était stridente, désespérée, celle d'une fillette. Tous sursautèrent. Francisco ouvrit immédiatement les yeux, le cœur affolé. Une fillette courait le long de la salle, les larmes coulant sur son visage, son petit corps trébuchant presque à cause de sa propre hâte. C'était Isabelle, 9 ans. Elle se posta devant le juge, les gardiens, les avocats et répétait à grands cris, « Arrêtez tout de suite. Il n'a tué personne. Le vrai coupable est là. » L'officier, abasourdi, leva la main, tentant de faire taire le chaos. « Fillette, que fais-tu ici? Pourquoi dis-tu ça ?» Isabelle, le visage rougi par les pleurs, désigna d'un doigt tremblant le fond de la salle, où Gustavo, le policier respecté, restait immobile. Ce que personne n'imaginait alors, c'est que Gustavo était marié à la mère d'Isabelle. La fillette accusait son propre beau-père. L'homme sur la chaise électrique est innocent. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est Gustavo qui a tué cet homme. C'était lui. La révélation fut un coup collectif. Francisco ouvrit les yeux démesurément grands, incapable de croire ce qu'il entendait. Le bourreau s'arrêta, la main suspendue au-dessus des câbles comme figée. Gustavo porta la main à sa poitrine, son expression dure transformée en surprise contenue. Le murmure se propagea rapidement, des avocats se levant, des spectateurs chuchotant entre eux. L'un des gardiens regarda directement le juge, qui se leva de son siège, le visage dominé par l'étonnement. « Suspendez immédiatement l'exécution », ordonna-t-il d'une voix ferme, tandis que le bruit de pas pressés emplissait la salle. Le protocole avait été rompu. Le silence absolu se transformait en un tourbillon de voix, d'ordre, d'incrédulité. Francisco respirait rapidement, toujours attaché par les sangles, ne comprenant pas si cela était réel ou la dernière illusion d'un homme sur le point de mourir. Ses pensées bouillonnaient, cette fillette, pourquoi est-elle ici? Pourquoi maintenant? Que se passe-t-il? Mais au milieu de la panique collective, une certitude commençait à naître. Pour la première fois, il sentit que peut-être il ne mourrait pas ce jour-là. Peut-être cette voix d'enfant était la clé que personne n'attendait. Peut-être le destin venait de changer de cap. Isabelle fut emmenée à la salle de déposition, haletante, comme si le courage qu'elle avait eu pour interrompre l'exécution s'évanouissait maintenant sous le poids du silence qui s'ensuivit.
Elle s'assit sur une chaise trop grande pour son petit corps, les pieds pendant sans toucher le sol. Le juge, 2 procureurs et un gardien observaient chacun de ses gestes. Francisco, menotté, restait appuyé contre le mur, le regard fixe, comme quelqu'un qui s'accroche à l'espoir que ses mots soient la clé de sa liberté. La fillette inspira profondément, retint ses larmes et commença à parler. La voix encore tremblante. Comme je l'ai dit, Gustavo, c'est mon beau-père, il vit chez nous. Depuis qu'il est entré dans la vie de ma mère, Jordana, tout a changé. Elle a commencé à obéir à chacun de ses mots, mais ce n'était pas seulement de la peur. Elle l'aidait. Elle faisait ce qu'il commandait et m'obligeait à obéir. Je me rendais aussi compte qu'elle le croyait, qu'elle était de son côté en tout. Ma mère me regardait comme si j'étais un problème et non une fille. Non seulement elle se taisait, mais elle me faisait taire aussi. L'un des procureurs s'installa sur sa chaise tandis que le juge se penchait légèrement en avant, captant chaque détail. Francisco ferma les yeux un instant, absorbant l'impact de la révélation. Isabelle continua maintenant avec plus de fermeté, bien que les larmes coulaient toujours, chez nous, c'était lui qui commandait, mais ma mère me contrôlait aussi, répétant toujours que je devais obéir, que je ne pouvais pas le contredire. Elle disait que j'inventais des choses, que j'étais ingrate. Je les voyais tous les 2 ensemble, toujours unis, comme s'ils étaient complices en tout. Je n'ai jamais eu nulle part où courir, personne ne me défendait. Les mots de la fillette coupaient l'air comme des lames, laissant tout le monde immobile. Le gardien détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Alors, Isabelle frissonna en se souvenant de la nuit du crime. Elle serra les mains l'une contre l'autre, les yeux fixés sur le bois de la table et parla presque dans un murmure qui prit bientôt de la force. Ce jour-là, il est rentré chez nous en sueur, haletant, la chemise tachée de sang. Je n'oublierai jamais son expression. C'était comme s'il avait gagné une bataille. Je l'ai entendu, lui et ma mère, converser dans la cuisine. Il disait, c'est fait. J'ai tué l'homme et incriminé ce journaliste fouineur. Maintenant, il ne se mêlera plus de mon affaire. Et elle a répondu que personne ne soupçonnerait, que je n'oserais rien dire. Ils riaient, ils étaient complices. L'un des procureurs laissa échapper un murmure d'incrédulité. Francisco ouvrit brusquement les yeux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, comme s'il luttait contre la rage et l'urgence. La fillette fit une pause. Sa voix se brisa de nouveau, mais elle poursuivit avec courage, « Je n'ai pas supporté et je suis allé demander ce qui s'était passé, pourquoi il était comme ça. » Ma mère pâlit, mais ne me défendit pas. Elle-même dit que si j'ouvrais la bouche, personne ne me croirait. C'est Gustavo qui compléta, « Si tu parles, on ne te reverra plus jamais. Tu vas disparaître comme cet homme. » Ma mère est restée de son côté, répétant que je devais obéir, que si je parlais tout serait de ma faute. La salle se glaça d'un coup. Le juge se pencha en arrière sur sa chaise, stupéfait, tandis que l'un des procureurs serrait le poing sur la table. Isabelle essuya ses larmes avec la manche de sa blouse, mais ne s'arrêta pas. J'ai gardé le silence parce qu'ils m'ont fait croire que tout le monde serait contre moi, que Gustavo était plus fort que n'importe quelle loi. Et ma mère, non seulement elle ne m'a pas protégé, mais elle me faisait aussi pression tous les jours, me faisant sentir que j'étais son ennemi et non sa fille. Je me cachais dans ma chambre en priant pour que la porte ne s'ouvre pas. Je savais que si je parlais, ils me détruiraient. Je savais que pour eux, je n'étais qu'un obstacle. L'impact fut dévastateur. Le juge inspira profondément, se passant la main sur le visage comme s'il cherchait à se ressaisir. Francisco, quant à lui, ne put se contenir. Toujours menotté, il se pencha en avant d'une voix basse et chargée d'émotion, « Isabelle, tu as été très courageuse. Personne n'aurait dû te faire porter ça toute seule. » La fillette le regarda, les yeux remplis de larmes, mais fermes. À cet instant, la même enfant qui avait sauvé sa vie devenait aussi l'accusatrice d'un système qui avait échoué à la protéger. Le procureur inspira profondément, ferma son dossier avec force et dit, « Cette affaire doit être rouverte immédiatement. Ce qui a été ignoré auparavant ne peut plus rester caché. » Le témoignage d'Isabelle tomba comme une bombe dans les couloirs du tribunal. La fillette n'avait pas seulement interrompu une exécution, mais elle exposait maintenant des détails qui liaient Gustavo à un meurtre prémédité, en plus de révéler la complicité de Jordana, sa propre mère. Le juge, visiblement affecté, ordonna immédiatement la réouverture de l'affaire. La nouvelle se propagea rapidement.
Les journaux locaux affichaient déjà des titres. Les reporters couraient de tous les côtés et le nom de Francisco, jusqu'alors marqué par le déshonneur, commençait à être prononcé avec de nouvelles intonations. Maintenant, il y avait un doute. Il y avait une fissure dans la certitude construite contre lui. Un nouveau procureur fut désigné pour l'affaire, quelqu'un de prêt à affronter les échecs évidents de l'enquête précédente. Il étudia chaque détail, compara les dossiers, convoqua des témoins oubliés. Parmi les papiers poussiéreux surgirent des preuves ignorées ou délibérément omises, des empreintes digitales qui ne correspondaient pas à Francisco, des expertises aux signatures falsifiées, des témoins qui, réinterrogés, admettaient avoir été intimidés par des figures liées à la police. Francisco suivait tout en silence, les mains encore marquées par les menottes, mais les yeux allumés par la première étincelle de véritable espoir. Pendant ce temps, la ville s'agitait. Les gens qui crachaient auparavant par terre en entendant le nom du journaliste, chuchotaient maintenant dans les boulangeries, les bars et au coin des rues, et s'il est innocent? Et si tout était un piège? Le poids de la culpabilité collective commençait à s'installer. Beaucoup se souvenaient des reportages courageux que Francisco avait écrits, dénonçant la corruption policière et politique locale. Les pièces commençaient à s'assembler. Il l'avait réduit au silence précisément parce qu'il était gênant, parce qu'il était le genre de journaliste qui n'acceptait pas de fermer les yeux. Le nouveau procureur convoqua une conférence de presse et ces mots résonnèrent avec force, les preuves présentées par la témoin Isabelle ouvrent une nouvelle ligne d'investigation. Il existe des indices clairs de manipulation procédurale. L'intégrité du procès original est compromise. Les flashs éclataient sans cesse. Les caméras se concentraient sur Francisco et, pour la première fois depuis des mois, son image n'était pas celle d'un assassin sur le point de mourir, mais celle d'un homme injustement condamné. Il pensait, vais-je enfin pouvoir respirer sans l'ombre d'une culpabilité qui ne m'appartient pas? Les enquêteurs découvrirent aussi que Gustavo avait un accès privilégié aux documents de l'affaire. C'était lui qui accompagnait les procédures, qui manipulait les informations, qui écartait les preuves qui pouvaient exonérer Francisco. La figure du policier exemplaire s'écroulait aux yeux de la communauté. Chaque nouvelle révélation montrait un schéma clair. Gustavo avait construit, pas à pas, le piège parfait. Mais maintenant, sa propre belle-fille avait tiré le fil qui commençait à défaire tout le tissu de mensonges. Le mandat d'arrêt contre Gustavo fut délivré rapidement. Le mandat circulait à la radio et à la télévision et l'image du policier apparaissait dans les journaux télévisés. Francisco, toujours dans une cellule provisoire, fut informé que sa condamnation était sur le point d'être annulée. L'un des gardiens, qui auparavant le traitait avec mépris, lui dit cette fois à voix basse, « Tu vas sortir d'ici, Francisco. Tu n'aurais jamais dû y entrer. » Ces mots résonnèrent comme un baume, mais aussi comme un avertissement. La chasse contre Gustavo ne faisait que commencer. Cependant, lorsque la police se rendit pour exécuter le mandat, la nouvelle frappa comme un coup de poing à l'estomac de tous, Gustavo avait disparu. Sa maison était vide, sa voiture abandonnée et les voisins disaient ne pas l'avoir vu depuis des heures. C'était comme s'il avait pressenti l'étau. Le risque augmentait. Francisco était sur le point de retrouver la liberté, mais un fantôme encore plus dangereux rôdait dans les rues et personne ne savait ce qu'il pourrait faire maintenant qu'il avait été démasqué. La maison de Jordana semblait s'être transformée en un champ de mines à partir du moment où le nom de Gustavo commença à circuler dans les nouvelles comme celui d'un fugitif. Les rideaux fermés, les lumières tamisées, le silence pesant, seulement rompu par le grincement du plancher en bois. Isabelle, assise sur le bord du canapé, haussait les épaules, sentant la respiration lourde de sa mère dans l'air. Jordana marchait de long en large, les cheveux ébouriffés, les yeux injectés de rage. À chaque pas, le bruit sec des talons résonnait comme des coups de marteau dans le cœur de la fillette. « Tu as tout détruit, Isabelle !» cria Jordana, la voix rauque, brisée par un mélange de pleurs et de fureur. « Tu as ouvert la bouche devant tout le monde, tu m'as humilié. Tu as détruit mon mariage, tu as jeté notre vie à la poubelle. As-tu idée de ce que tu as fait ?» Isabelle tentait de parler, mais sa gorge semblait serrée. Ses yeux, pleins de larmes, cherchaient un signe d'affection, mais ne trouvaient qu'un mur de ressentiment. « J'ai juste dit la vérité, maman. Je ne pouvais pas laisser un homme mourir. » La voix de la fillette était à peine un filet, presque inaudible, mais ferme. Jordana se retourna brusquement, les yeux étincelants, « Vérité? C'est ce que tu appelles la vérité? Ce que tu as fait, c'est nous condamner.
Gustavo était tout ce que j'avais. Il prenait soin de moi, me protégeait et toi, ingrate, tu l'as livré au loup. Le cœur de la fillette se serrait encore plus. Elle savait que sa mère n'était pas seulement soumise. Elle avait choisi le côté de son beau-père. Elle l'avait toujours fait. Chaque fois qu'Isabelle se plaignait de cris, de menaces, Jordana détournait le visage et disait « Obéis. Ne complique pas les choses. » Maintenant, cette complicité explosait en mots acérés, lancés contre sa propre fille. L'ambiance devenait suffocante. Isabelle sentit ses mains moites, ses pieds agités, comme si elle avait besoin de courir, mais n'avait nulle part où aller. Le visage de sa mère se déformait en un mélange de haine et de désespoir. « Tu m'as fait honte devant tout le monde. Tu n'as aucune idée de ce dont Gustavo est capable, de ce qu'il fera maintenant qu'il est en liberté. Et s'il ne revient pas avec moi, ce sera ta faute. Tu m'as volé le seul homme qui me faisait me sentir exister. » Les mots étaient comme des coups de poignard. Isabelle tenta de se lever, mais Jordana lui jeta son sac à dos contre la poitrine avec violence. « Disparais de ma vue !» cria-t-elle, ouvrant la porte avec un fracas qui résonna dans toute la maison. « Tu as déjà causé trop de mal. Je ne veux plus jamais te regarder. Va-t'en, Isabelle, va-t'en. Tu n'es plus ma fille. » Le vent froid de la nuit envahit le salon, faisant hérisser la peau de la fillette. Elle serra son sac à dos contre son petit corps, les yeux remplis de larmes fixés sur sa mère, implorant en silence un geste, une étreinte, n'importe quel signe d'amour. Mais Jordana restait immobile, les bras croisés, le visage dur, comme une sentinelle expulsant une intruse. Isabelle fit un pas hésitant, puis un autre. Son cœur battait vite, comme s'il voulait l'empêcher de franchir cette porte. Derrière elle, la voix de sa mère résonna une dernière fois, froide, sans hésitation, « Tu n'existes plus pour moi. » Les jambes de la fillette tremblaient, mais elle continua. Le bruit de la porte se refermant derrière elle fut plus dévastateur que n'importe quel cri. Isabelle sentit le poids du monde sur ses épaules. La nuit était sombre, les rues silencieuses et, pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'elle était complètement seule. Le sac à dos serré contre sa poitrine et les yeux pleins de larmes, Isabelle marcha sans but, sentant le froid traverser ses vêtements fins. À chaque pas, le souvenir des mots de sa mère brûlait comme un fer rouge, « Je ne veux plus jamais te regarder. » Et tandis qu'elle disparaissait dans l'obscurité, la même fillette qui avait sauvé un homme de la mort était maintenant jetée sans pitié dans les bras de la solitude. La nuit semblait n'avoir pas de fin pour Isabelle. Elle marchait sans direction. Les rues mouillées par la bruine reflétaient les poteaux jaunâtres. Le sac à dos pesait plus par l'abandon que par son contenu. Chaque coin de rue lui apportait une sensation de peur, comme si des ombres l'observaient. Quand le vent soufflait, ses vêtements fins lui collaient au corps, la faisant frissonner. La fillette qui avait défié le monde était désormais réduite au silence cruel des trottoirs. Au début de l'aube, Isabelle se recroquevilla sous l'auvent d'un magasin fermé. Elle serra le sac à dos contre sa poitrine comme quelqu'un qui protège le dernier morceau d'elle-même. Le froid la faisait trembler et son estomac vide lui faisait mal comme un coup constant. Elle tentait de dormir, mais chaque bruit de la rue pas pressé, bouteille se brisant, voix lointaine la faisait ouvrir les yeux en sursaut. Son cœur battait fort. Le souvenir de la maison de sa mère se mélangeait à l'écho des mots qu'il avait expulsés. Les jours suivants, la survie devint une routine. Isabelle fouillait dans les poubelles à la recherche de restes de nourriture. Une fois, elle trouva un demi-sandwich dans un sac froissé et, sans y penser à deux fois, le dévora comme si c'était un festin. Elle tenta de demander de l'aide dans une boulangerie, mais le vendeur la chassa en criant, la traitant d'inutile. La fillette ravala l'humiliation en silence. Personne ne voyait la vérité gravée dans ses yeux. Il ne voyait qu'une enfant des rues. Il y eut des moments où d'autres sans-abri s'approchèrent. Certains lui offraient des miettes, d'autres la poussaient pour lui disputer un morceau de couverture ou une place au sol. Une nuit, en essayant de s'allonger sur un banc de parc, un homme plus âgé l'attrapa par le bras et la poussa brutalement. « Va-t'en, c'est à moi. » grogna-t-il tandis qu'Isabelle trébuchait et tombait sur le sol mouillé. La douleur au coude fut moindre que l'humiliation d'être traitée comme invisible. Le froid de l'aube semblait s'infiltrer jusqu'aux os d'Isabelle. Des jours passés à dormir sur des cartons et sous des auvents lui avaient déjà appris à survivre, mais la solitude était une douleur qui ne diminuait pas. Cette fillette, qui avait eu le courage d'affronter la mort et de crier la vérité devant les juges et les policiers,
n'était plus qu'une petite invisible perdue entre les ruelles. Ses pieds nus étaient blessés, ses mains sales et son sac à dos, son dernier souvenir d'un foyer, semblaient de plus en plus lourds. Son regard errait dans la ville, cherchant en vain un visage ami. C'était le présage que quelque chose d'encore pire était sur le point d'arriver. À la fin d'un après-midi gris, alors que des nuages chargés couvraient le ciel, Isabelle se réfugia dans une ruelle étroite près d'une boîte en carton trempé. Elle tentait de dormir, mais le froid la faisait trembler. Soudain, le rugissement d'un moteur rompit le silence. Une voiture noire aux vitres teintées se gara lentement à l'entrée de la ruelle. Les phares allumés éclairaient les murs humides, projetant la petite ombre de la fillette contre le mur. Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en elle criait « Cours !» Elle tenta de se lever, mais ses jambes fragiles ne furent pas assez rapides. La porte de la voiture s'ouvrit avec violence, le claquement résonnant comme un coup de tonnerre. Et alors, la voix, une voix qu'Isabelle n'oublierait jamais, « Je t'ai trouvée, morveuse !» C'était Gustavo. Le policier en fuite, l'homme qu'elle avait démasqué devant le monde, était là. La peur s'empara de chaque centimètre du corps de la fillette. Isabelle s'enfuit en courant par la ruelle. Ses pieds glissaient dans l'eau sale, mais les pas lourds derrière elle s'approchaient rapidement. Gustavo la rattrapa en quelques secondes. Sa main rêche lui saisit le bras comme une griffe. Isabelle cria, se débattit, griffa, mais il ne céda pas. « Tu as ruiné ma vie !» rugit-il, la traînant sans pitié. « Maintenant, je vais en finir avec la tienne. » La fillette criait désespérément, le son de sa voix rebondissant entre les murs, mais personne n'apparut. Il n'y avait pas de héros dans cette ruelle, pas de témoin, juste la brutalité d'un homme dominé par la fureur. Le petit corps fut jeté dans la voiture comme s'il n'avait aucune valeur. La porte se referma d'un coup, étouffant sa voix. Isabelle frappait la vitre, pleurait, suppliait, « S'il te plaît, lâche-moi. Je n'ai rien fait. » Mais Gustavo ne fit que serrer le volant, les yeux fixés droit devant, son rire froid transperçant le silence. Des heures plus tard, quand Isabelle reprit conscience après s'être évanouie à force de pleurer, elle se retrouva dans un endroit qui semblait sorti d'un cauchemar. Une vieille cabane perdue au milieu de nulle part. Les fenêtres étaient cassées, le toit craquait à chaque rafale de vent, le plancher était en bois pourri et l'humidité imprégnait l'air. Isabelle était attachée à une chaise, les cordes serrant ses poignets jusqu'à les marquer. Autour, la forte odeur d'essence lui envahissait les narines, suffocante. Quand ses yeux s'habituèrent à la pénombre, elle vit une silhouette à côté. Son cœur s'arrêta un instant. C'était sa mère, Jordana. La fillette pleura de soulagement un instant, croyant qu'elle était peut-être là pour la sauver. Mais le visage de Jordana ne montrait ni amour ni compassion. Il y avait de la haine, de la rancœur et une rage contenue. « Tu as tout détruit, Isabelle. » dit-elle d'une voix sèche, presque tranchante. « Tu m'as enlevé le seul homme qui me faisait sentir vivante. Tu as ruiné ma vie. » Isabelle sanglotait, la voix entrecoupée, « Maman, s'il te plaît, j'ai juste dit la vérité. Je suis ta fille. » Mais Jordana ne bougea pas. Son regard semblait plus proche de celui de Gustavo que de celui d'une mère. Gustavo, de son côté, marchait lentement dans la cabane, répandant de l'essence sur le sol. Le briquet brillait dans sa main, cliquetant chaque fois qu'il l'ouvrait et le fermait, comme un compte à rebours vers l'enfer. « Les jeux sont finis, » dit-il d'une voix pleine de haine. « D'abord tu vas regarder, ensuite tu vas sentir. » Isabelle tentait désespérément de se défaire des cordes, les larmes coulant à flots, le corps secoué de pure panique. La peur était suffocante et chaque sanglot semblait résonner entre les murs de la cabane comme une supplique au ciel. C'était plus qu'un enlèvement, c'était la condamnation d'une fillette qui osa dire la vérité. Le public pouvait ressentir la même angoisse qu'elle. Cette flamme sur le point de s'allumer pouvait consumer non seulement son corps, mais la dernière étincelle d'espoir qu'elle gardait encore. Le claquement du briquet était comme une sentence, chaque étincelle illuminant un instant le visage déformé par la fureur de Gustavo. Isabelle pleurait convulsivement, tentant de se recroqueviller sur la chaise, mais les cordes mordaient sa peau et la maintenaient prisonnière. Jordana, postée sur le côté, respirait profondément, les yeux remplis non de regret, mais de rancœur. L'essence répandue sur le sol imbibait les planches, la forte odeur imprégnant l'air, comme si la cabane elle-même était déjà une tombe attendant le feu. Maintenant,
personne ne te croira, sale gamine, murmura Gustavo, tournant le briquet devant elle. Ce fut à cet instant, quand la flamme prenait presque vie, que la porte de la cabane explosa vers l'intérieur avec fracas. Le bois se brisa en morceaux. Le vent nocturne envahit l'endroit et, sur le seuil, apparut la figure qu'Isabelle n'aurait jamais cru voir là, Francisco. Ses yeux brûlaient de détermination, son visage fatigué, mais ferme et tout son corps vibrait d'une force qui semblait plus grande que lui-même. Le silence ne dura qu'une seconde, suffisant pour qu'Isabelle retienne sa respiration. Après, le chaos commença. Gustavo lâcha le briquet et se jeta comme un animal enragé. Le choc entre les deux fut brutal. Les coups résonnaient. Les corps s'écrasaient contre les parois fragiles de la cabane qui tremblaient comme si elle allait s'effondrer. « Tu ne devrais pas être en vie, misérable !» cria Gustavo, tentant d'étouffer Francisco avec son bras pressé contre son cou. Francisco, haletant, répondit entre ses dents, les yeux fixés sur l'ennemi, « Et toi, tu ne feras plus jamais de mal à cet enfant. » La lutte était inégale. Gustavo était plus entraîné, mais Francisco se battait avec la fureur de celui qui n'a plus rien à perdre. Jordana, prise de panique, observait l'affrontement. Un instant, elle courut vers la porte, mais hésita. Son visage était le portrait d'une femme divisée entre la peur de mourir et la fidélité maladive envers un homme cruel. « Gustavo !» cria-t-elle, mais sa voix se perdit parmi les coups et les grognements. Isabelle, attachée, pleurait et implorait, « Francisco, s'il te plaît, aide-moi. Ne le laisse pas m'emmener. » Le son de la voix de la fillette sembla enflammer encore plus le courage de Francisco. Il tourna son corps et, avec un effort surhumain, réussit à désarmer Gustavo, faisant tomber le revolver qui roula sur le sol. L'arme glissa jusqu'à se trouver près de la chaise d'Isabelle. Gustavo tenta de l'atteindre, mais Francisco le saisit par les épaules et le projeta contre le mur. L'impact fit craquer le bois. Gustavo rugissait de rage, mais il n'était plus le même prédateur invincible. Francisco, en sueur, le visage ensanglanté par une coupure au sourcil, prit une corde traînant dans un coin et, après une nouvelle série de coups, réussit à le maîtriser, l'attachant avec la même brutalité que celle qui avait été utilisée contre Isabelle auparavant. « C'est fini, Gustavo. Tu ne toucheras plus personne, dit-il, la respiration haletante. » Tandis que Gustavo se débattait en vain, Jordana s'enfuit en courant vers l'obscurité du bois. Son cri se perdit dans la nuit, englouti par la noirceur. Francisco, sans lui prêter attention, courut vers Isabelle. Ses mains tremblaient en dénouant les nœuds et, quand il la libéra enfin, la fillette tomba dans ses bras, sanglotant de soulagement. « Je pensais que je ne te reverrais plus jamais, » dit-elle, l'étreignant de toutes les forces qui lui restaient. Francisco la tint fermement, comme si le monde entier pouvait s'effondrer autour d'eux, mais rien ne réussirait à l'arracher de ses bras. « Tu as sauvé ma vie, Isabelle. Aujourd'hui, c'était mon tour de sauver la tienne. » Les pleurs de la fillette imbibèrent sa chemise. Francisco la berçait comme on tient ce qu'il y a de plus précieux au monde. Quelques minutes plus tard, les sirènes déchirèrent le silence de la forêt. La police arriva, arme à la main, faisant irruption dans la cabane. Ils trouvèrent Gustavo attaché au sol, vaincu, et l'emmenèrent en garde à vue. La scène qui était auparavant terreur, se transformait maintenant en catharsis. La fillette était enfin libre et Francisco, qui avait été au bord de la mort, était maintenant le héros qui l'avait arraché du feu. Cette même nuit, après la terreur vécue dans la cabane, Isabelle fut accueillie sous le toit de Francisco. La fillette tremblait encore, les yeux rouges à force de pleurer et semblait se méfier même du silence. En entrant dans le petit appartement de Francisco, elle s'arrêta à la porte, hésitante, comme si elle craignait d'être expulsée de nouveau. Francisco s'accroupit, se mettant à la hauteur de la fillette, et dit à voix basse, « Ici, personne ne te fera de mal, ici aussi, c'est ta maison. » Isabelle le regarda, incrédule, comme quelqu'un qui ne sait plus ce que signifie le mot « foyer ». Les premiers jours, elle ne parlait presque pas, dormait mal, se réveillant effrayée au moindre bruit. Francisco, patient, laissait la lumière du couloir allumée pour que l'obscurité ne la dévore pas. Il préparait des crêpes américaines au petit déjeuner, remplissant la cuisine d'une odeur sucrée, dans une tentative de transformer cet endroit en un lieu accueillant. Il s'asseyait à table avec elle, faisant semblant de converser seul, jusqu'à ce que peu à peu Isabelle commence à répondre en chuchotant. Chaque mot prononcé faisait sourire Francisco comme si c'était une victoire.
Il y avait aussi les petits gestes qui créaient une nouvelle routine. Il mettait de vieux disques à jouer, le doux grésillement du vinyle remplissant le salon de mélodies oubliées. Isabelle, curieuse, demandait « Pourquoi la musique fait-elle ce bruit bizarre ?» Et Francisco riait, expliquant que c'était la voix du temps enregistrée là. Ces moments simples et délicats tissaient une intimité qu'aucun des deux n'imaginait partager. Isabelle commença peu à peu à libérer son imagination. Elle prenait des feuilles et des crayons de couleur et passait des heures à dessiner. Elle faisait d'énormes soleils jaunes, des fleurs rouges, des maisons colorées aux fenêtres ouvertes. Un jour, elle montra un dessin à Francisco, deux petits personnages se tenant la main devant une porte bleue. « C'est toi et moi », dit-elle avec un sourire timide. Francisco déglutit, l'émotion lui serrant la gorge. Il plaça le dessin sur le réfrigérateur, fixé avec un aimant, comme une médaille. Les nuits aussi changèrent. Avant de dormir, Isabelle courait jusqu'à sa chambre, frappait doucement à la porte et disait « Bonne nuit, Francisco ». Il répondait toujours « Bonne nuit, Isabelle. Dors tranquille, je suis là ». Et ce simple échange suffisait pour que la fillette ferme les yeux avec un peu plus de paix. L'étreinte qu'il lui donnait avant d'éteindre la lumière devenait l'antidote contre les cauchemars. Au fil des jours, Francisco sentait que quelque chose fleurissait en lui. La solitude qui l'avait accompagné pendant des années, depuis qu'il avait été réduit au silence par l'injustice, commençait à s'évanouir. La présence d'Isabelle remplissait les espaces de la maison, mais aussi les vides de son cœur. Prendre soin d'elle, c'était comme réécrire sa propre histoire, celle d'un homme qui faillit mourir injustement, mais qui découvrait maintenant dans le rire d'une enfant le sens de vivre. Les scènes étaient simples, mais chargées d'affection. Les deux faisant la vaisselle ensemble, Isabelle se couvrant de mousse et riant. Francisco laissant des notes collées sur le réfrigérateur avec des phrases comme « N'oublie pas de sourire aujourd'hui ». C'était une vie petite, mais pleine, construite à chaque geste. Et au fond, aussi bien lui qu'Isabelle savait qu'il ne reconstruisait pas seulement un foyer, mais quelque chose de bien plus grand. Les semaines passèrent et la vie d'Isabelle aux côtés de Francisco semblait déjà une existence complètement différente de celle qu'elle avait connue auparavant. Les rues glacées et la cruelle solitude commençaient à devenir des souvenirs lointains, bien qu'ils vivent encore en elle comme des cicatrices. Maintenant, chaque matin avait l'odeur du café fraîchement moulu et des crêpes chaudes. Chaque nuit se terminait par un « bonne nuit » sincère et protecteur. Francisco, de son côté, découvrait que la maison silencieuse qui l'avait entourmenté était enfin pleine de rires, de petits pas courants dans le couloir et de dessins colorés éparpillés sur la table du salon. Mais une question flottait dans l'air, cela ne serait-il que temporaire, ou pourrait-il vraiment être une famille? La réponse commença à prendre forme lorsque la police arrêta Jordana. Après des semaines de recherche, elle fut retrouvée dans une pension bon marché à la périphérie de la ville, abattue, mais répétant toujours la même phrase, c'est elle qui a tout détruit. Face aux preuves, le juge retira immédiatement la garde d'Isabelle. Le jour où Francisco reçut cette nouvelle fut marqué par un silence pesant. Il regarda la fillette qui dessinait assise sur le tapis et se demanda s'il aurait le courage de lui offrir quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Cette même nuit, Isabelle s'approcha de lui avec la timide bravoure que seul un enfant peut avoir. Elle s'assit près du canapé, tirant doucement sa manche. Ses yeux noisettes brillaient d'attente et de peur. « Francisco, voudrais-tu m'adopter » demanda-t-elle d'une voix si basse qu'elle semblait craindre sa propre question. L'homme déglutit. Les mots pénétrèrent son cœur comme une flèche précise. Pendant quelques secondes, il garda le silence, retenant l'émotion qui menaçait de se déverser en larmes. Puis il prit les petites mains de la fillette et répondit d'une voix ferme et pleine de tendresse, « Je ne veux plus imaginer la vie sans toi. » Ces mots scellèrent un pacte invisible. Les jours suivants, Francisco entama le processus d'adoption. Ce furent de longues heures passées à remplir des papiers, à dialoguer avec des travailleurs sociaux et à revisiter toute une vie à travers des questionnaires interminables. Chaque signature semblait être une promesse renouvelée, un serment silencieux, je ne la laisserai plus jamais seule. Isabelle suivait chaque étape avec une anxiété palpable. Chaque jour, elle posait la même question, avec l'innocence et la crainte mêlées dans ses yeux, suis-je vraiment ta fille maintenant? Francisco, le sourire doux et rassurant, répondait inlassablement, tu l'as toujours été. Nous ne faisons que le mettre sur papier, pour que le monde entier puisse enfin y croire. Le grand jour arriva enfin. La salle du tribunal baignait dans une lumière claire de fin de matinée, solennelle et apaisante à la fois.
Isabelle portait une robe simple, mais son sourire éclatant valait plus que n'importe quel bijou. Francisco, vêtu d'un costume impeccable, paraissait plus nerveux que lors des plus grandes audiences qu'il avait couvertes dans sa carrière de journaliste. Le juge, un homme au visage sévère et aux gestes mesurés, les observa se tenant la main. Après avoir lu les dernières formalités, il esquissa un léger sourire, presque imperceptible, avant de déclarer « C'est officialisé. À partir d'aujourd'hui, Isabelle est légalement la fille de Francisco. » À cet instant, le cœur de la fillette s'emballa. Elle leva les yeux vers l'homme qui avait bouleversé son destin, et, les larmes brouillant son regard, elle prononça d'une voix tremblante, « Papa. » Francisco, incapable de retenir ses propres larmes, l'enlaça avec toute la force de son amour, comme un homme qui serre contre lui le sens même de sa vie. À la sortie du tribunal, des journalistes attendaient, caméra prête, pour saisir l'instant. Les objectifs capturèrent l'image d'un homme et d'une fillette avançant ensemble, main dans la main, les pas accordés comme s'ils avaient toujours marché ainsi. Pourtant, pour eux, peu importait ce que le monde pouvait voir. Ce qui comptait réellement, c'était ce qu'ils ressentaient, cette certitude inébranlable de s'être trouvés au cœur de l'obscurité. Isabelle leva doucement les yeux vers le ciel et murmura, « Crois-tu que tout cela est arrivé pour une raison ?» Francisco, la voix brisée par l'émotion, répondit, « Je crois que la vie possède d'étranges manières d'unir ceux qui n'auraient jamais dû être séparés. » La scène finale prit forme dans un parc voisin. Isabelle courait sur la pelouse, riant comme elle ne l'avait plus fait depuis une éternité. Francisco l'observait, son cœur débordant d'un amour immense, un amour qui semblait avoir patienté toute une vie pour éclore enfin. Lorsqu'elle revint vers lui en courant, elle saisit sa main et dit avec une conviction enfantine, « Maintenant, je sais que j'ai une famille. » Ils s'éloignèrent ensemble, main dans la main, deux survivants qui, après avoir traversé les tempêtes, avaient fini par se retrouver. Et tandis que leur silhouette se perdait dans la lumière dorée du coucher du soleil, un message limpide s'imposait, cette histoire née dans la douleur et l'injustice s'achevait comme un témoignage éclatant de la puissance de l'amour, du courage et de la vérité. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un like pour nous soutenir, et activez la cloche de notification afin de ne rien manquer. Cela nous aide à continuer à créer le meilleur contenu pour vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.